à tout le monde et merci de votre attention aujourd'hui. De quoi va-t-on parler? On va parler de quelque chose qui en fait est à la fois nouveau et à la fois ne l'est pas. En fait, depuis 1998 déjà, cette notion de couple à double carrière, elle existe puisque le 3/4 des couples de 30 à 54 ans comptent 2 actifs. Et forcément, avec la participation croissante des femmes dans le marché du travail, les familles avec 2 actifs constituent un modèle dominant. Sauf que, encore en 2005, les travaux de Sophie Pochick, qui est sociologue au CNRS, faisaient remarquer que les carrières des hommes et celles des femmes n'étaient pas tout à fait équivalentes dans les couples, et notamment que les couples cadres d'un certain niveau professionnel étaient plutôt en couple avec des femmes qui, de leur côté, avaient des emplois beaucoup moins qualifiés ou étaient même inactives. D'un autre côté, les femmes cadres, à un certain niveau aussi professionnel, étaient plutôt des femmes majoritairement célibataires et sans enfants. Quand elles étaient en couple, elles, en revanche, étaient plutôt en couple avec des hommes cadres. En fait, tout ça pour dire que cette histoire de couple à double carrière nous intéresse parce que le couple à double carrière à très haut niveau de responsabilité est un phénomène très nouveau du fait de l'évolution assez récente de la proportion de femmes qui ont envie aujourd'hui de poursuivre une carrière de la même manière qu'un homme. Pourquoi? C'est très simple, hein. La féminisation de l'encadrement et des professions s'est intensifiée depuis une quinzaine d'années et ça va de pair avec quoi? Ça va de pair avec le développement de l'accès des femmes à l'enseignement supérieur. Je rappelle à toutes fins utiles que les grandes écoles se sont ouvertes progressivement aux femmes et que c'est pas si vieux que ça et que certaines, ça n'a pas plus de 30 ans ou 40 maximum. Que forcément, bien évidemment, quand on n'allait pas à l'école au même niveau que les hommes, on entrevoyait des carrières qui étaient d'un niveau aussi différent. Ça peut aussi d'ailleurs expliquer, petit clin d'œil, qu'il y ait moins de femmes dans les conseils d'administration de certaines grandes sociétés où la moyenne d'âge est plutôt assez élevée, puisque de toute façon, elles étaient aussi moins nombreuses dans les écoles à cette époque-là. Bien. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, que se passe-t-il? C'est vrai que les diplômés du supérieur s'insèrent sur le marché du travail dans des conditions qui sont quand même proches de leurs homologues féminins, dans des professions tertiaires qualifiées, et même s'il existe l'effet diplôme, et même s'il existe encore le plafond de verre, les femmes accèdent de plus en plus à des niveaux de qualification très élevés dans les entreprises et à des catégories cadres supérieurs. Qu'est-ce qu'on observe et qu'est-ce que j'ai eu envie d'observer? Eh bien, en fait, au travers de ces trajectoires-là, de couple à double carrière à haut niveau de responsabilité, il s'agissait d'observer quels étaient les processus qui ont permis à ces couples de se retrouver dans une situation qui était a priori en rupture avec les modèles existants et les plus courants, et comment ils ont réussi à gérer cette situation avec ce qu'ils avaient. Il s'agit bien évidemment de regarder quelles sont les interférences entre le projet personnel que peut représenter une carrière, avec tout ce que cela veut dire derrière, et le projet collectif d'une vie de couple ou de famille. Alors, ce qui est assez étonnant dans le cadre de cette étude, c'est d'observer que les femmes ont démarré ces carrières-là de façon assez naturelle, en fait sans se poser plus de questions que ça, alors que ce n'était pas si évident que ça à l'époque, hein, c'était dans les années 80-90 en fait. Les femmes ont toujours travaillé, alors je ne vais pas aujourd'hui retracer l'histoire du travail des femmes, hein. Les femmes ont toujours travaillé, hein, de tout temps. Mais c'est vrai que c'était des fonctions subalternes, et puis c'était toujours autour de tâches dites féminines, c'est-à-dire
autour de l'activité domestique traditionnelle, de l'éducation des enfants, hein, la crèche, l'établissement scolaire, hein, et du soin du corps, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la santé, l'esthétique, la coiffure, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Bon, ou de l'espace domestique, l'hygiène, la cuisine, enfin, et bien d'autres. En fait, c'est très très récent et en avril 2006, on assiste à quelque chose un peu extraordinaire puisque c'est la première fois que dans le monde très masculin des dirigeants des grandes entreprises, une femme, Patricia Rousseau, devient la première femme dirigeante d'une entreprise du CAC 40 en devenant la présidente de Lucent. 2006, c'était il y a 4 ans, hein, donc c'est pas la préhistoire, hein, c'est quand même très récent. Je rappelle que en 82, c'est pas non plus la préhistoire. Jacqueline Laufer faisait remarquer que les femmes qui réussissaient traditionnellement dans une entreprise étaient des femmes célibataires ou sans enfants. Eh bien, une décennie plus tard à peine, les hommes et les femmes de l'échantillon que j'ai pu observer vont tenter la réconciliation ou la conciliation d'une famille et d'une carrière sans se poser la moindre question. Et c'est ça d'ailleurs qui reste un vrai sujet d'étonnement pour moi. Pourquoi? Parce que ces couples, aussi bien l'homme que la femme, sont issus de familles qui sont liées à un modèle plus traditionnel, qui est un modèle où l'homme est pourvoyeur de ressources et a cette responsabilité d'apporter la ressource dans la famille avec des codes qui sont liés à ça. Et que la femme, elle, a plutôt une responsabilité de type familial et soins de la famille. Alors, il est clair que cette histoire de l'enfant crée quand même une rupture et crée la question dans les couples qui ont à un certain moment, et malgré leur éducation, leur modèle, etc., décidé de faire autrement. Et que dès que l'enfant paraît, des questions se posent. On sait que dans l'année qui suit la naissance d'un enfant, près de 40% des mères qui travaillent déclarent que l'activité est modifiée, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un changement de statut, d'horaire, d'intensité de travail ou carrément d'un retrait du marché du travail. Et que 60% des femmes, quand même, ont envie de garder leur activité et ne souhaitent pas modifier cette activité. Et c'est là que rentrent dans les couples à double carrière à haut niveau de responsabilité qui ont souhaité dépasser les modèles ancestraux et développer des carrières, des vraies carrières, et l'un et l'autre, des questions, et ces questions, ils trouvent leur réponse dans comment on va s'organiser avec l'arrivée de l'enfant. Du coup, ils vont devoir faire des choix. Alors, c'est paradoxal parce qu'au départ, ils n'ont pas vraiment choisi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ces couples-là ne se sont pas posés de questions, ils n'ont pas choisi de faire l'inverse des autres, ils l'ont fait un peu naturellement sans s'en rendre compte. Et tout d'un coup, ils se rendent compte que ce n'est pas si simple et qu'il va se poser un certain nombre de questions. La plus grande question, c'est la question du temps. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée au stress, elle est reliée aux difficultés que génère le fait de travailler à deux et de s'impliquer dans une vie professionnelle. C'est-à-dire s'impliquer, on sait ce que ça peut vouloir dire dans une question qui, à l'heure d'aujourd'hui, elle est reliée au fait que la carrière signifie quand même s'adonner, donner beaucoup de temps. L'implication du cadre à un niveau élevé dans l'entreprise signifie quand même une espèce de disponibilité totale, une espèce comme ça de don à l'entreprise. Et forcément, quand on a des enfants, comme le dit très bien Frédéric, qui est un des hommes de notre échantillon, tout est lié avec la contrainte de temps. Le temps devient un bien extrêmement précieux. Et dès que les moyens le permettent, la première question, c'est comment on va gagner du temps. Les femmes le disent aussi. Cécile, par exemple, qui fait partie d'un couple de cet échantillon, nous dit le principal problème, c'est le temps. Comment on le règle?
la première façon de le régler, c'est de se dire on va déléguer les tâches domestiques. On se rend bien compte que dès qu'une femme peut faire ça, elle le fait. Hein, alors là, il n'est plus question de savoir si c'est féminin, masculin ou quoi. C'est pas, il ne faut pas très longtemps pour qu'une femme ait envie de se débarrasser de ça. Et même si d'ailleurs, on peut se poser la question de savoir comment ce qui est délégable et ce qui ne l'est pas intervient dans le choix de ce que l'on va déléguer. Et ça fait partie des questions qu'elle se pose. Il y a des choses qui ne sont pas délégables. Et c'est là, à ce moment-là, que réintervient comment ces contraintes de temps peuvent amener un certain nombre de décisions sur la gestion de la famille, notamment la gestion des enfants. Et du coup, on s'aperçoit que dans ces couples-là, qui ont été quand même des pionniers, et c'est clair qu'ils se sont vécus comme ça, ce qui est paradoxal pour l'époque, c'est que les hommes interrogés trouvent une forme de légitimité à l'investissement quotidien dans le foyer. Et pour eux, cette question-là, les tâches domestiques, l'éducation des enfants, n'est pas qu'une question féminine. Je rappelle que les hommes de l'échantillon que j'ai étudié sont issus d'un modèle très différent. Frédéric, par exemple, pour le reciter, reconnaît qu'une femme qui a une carrière ne peut pas tout faire et que, bien évidemment, ça nécessite un certain nombre de partages, ou en tout cas un regard sur ces questions-là, qui est un regard partagé. Alors c'est difficile de savoir, au travers des entretiens que j'ai menés, comment ces constats-là ont leur existence dans la réalité. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, même les femmes dans ces couples-là ont quand même une sorte de notion de la responsabilité plus forte par rapport à la question des tâches domestiques ou à la question des enfants. Elles ont le sentiment d'être plus engagées et ça, c'est ce que j'ai remarqué de plus partagé entre les femmes. Mais contrairement au couple où la femme ne travaille pas, il n'est ni systématique ni induit que la femme prenne en charge la vie de famille tandis que son conjoint a toute liberté dans sa vie professionnelle. Et cette réciprocité pousse l'un comme l'autre à organiser sa vie professionnelle en fonction de celle de l'autre. Notamment, cette fameuse réciprocité trouve son application dans la question des horaires de travail. Il y avait une enquête en 1998 qui avait été menée par Fermagnan et Lagarde qui montrait que dans les couples à double carrière, dans les couples à deux actifs, il y avait ce qu'on appelle une homogamie, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui se passait en termes de réciprocité. Et notamment chez les couples où les deux individus ont des niveaux de responsabilité professionnelle identiques. Donc ce n'est pas seulement la femme qui s'adapte aux horaires de l'homme, c'est aussi l'homme qui va prendre en considération les horaires de la femme. En ce qui concerne les hommes, dans le cas de couples de même niveau socio-professionnel, la durée hebdomadaire de travail enregistre une baisse en présence d'au moins un jeune enfant, d'autant plus sensible qu'ils exercent une profession qui permet une certaine latitude dans les horaires, ce qui est fortement le cas dans le cadre des couples à double carrière à très haut niveau de responsabilité. Et une autre étude qui a été faite en 2002 par Deguenne-Lebeau et Marie souligne que cet ajustement ne s'exerce pas forcément dans le sens d'une compensation, mais plutôt d'un entraînement réciproque à faire plus d'heures, ce qui corrobore tout à fait le fait que quand on devient un cadre avec des niveaux de responsabilité très élevés, on doit faire beaucoup d'heures. Alors tout cela, ça peut sembler un peu contradictoire. Mais justement, ce que montre cette étude, c'est que du coup, pour gérer ça, les couples à double carrière à très haut niveau de responsabilité vont créer des temps. Et ça, c'est un peu différent de ce qui se passe habituellement. Ils vont créer des temps. Il y a des temps où on s'investit davantage dans la vie professionnelle, des temps où ils vont s'investir tous les deux, des temps où il y en a un qui va laisser l'autre faire ce qu'il a à faire parce qu'il y a une mutation, il vient de prendre un nouveau poste,
il a une opportunité professionnelle qui vient de se présenter, qui est super intéressante. L'autre va se retirer un peu, va prendre en charge un certain nombre de choses. Et donc, à travers ces temps, ils vont gérer de manière qui leur semble plus adéquate par rapport à la situation qui se présente, des investissements. C'est cette adaptabilité, cette souplesse qui marque le fonctionnement de ces couples. Donc, ces temps vont s'entrecroiser et vont demander à l'individu de passer de l'un à l'autre de façon extrêmement fluide. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque chose dont on parle beaucoup, mais là qui trouve une application extrêmement importante, c'est la question de la flexibilité. Ça veut dire aussi qu'on a une manière d'organiser son travail qui est différente, qu'ils vont travailler différemment, ils vont travailler le soir, ils vont travailler le samedi, ils vont travailler le dimanche. Et dans la très grande majorité des cas, dans le cadre de ces couples-là, le travail rentre à la maison, que ce soit de façon occasionnelle, parce que voilà, il y a un moment fort professionnel, ou que ce soit de façon définitive, l'arrivée des nouvelles technologies rendant plus facile cette fluidité travail-maison. Alors, cette fluidité, cette flexibilité n'est pas du tout exclusivement féminine, mais en revanche, elle est très liée à l'arrivée de l'enfant. Elle est source de confort, c'est certain, mais elle est peut-être un peu moins impérative pour le moment pour les hommes du panel que pour les femmes. Donc, il est très clair, de toute façon, que probablement que cette histoire de conciliation pour les femmes qui veulent avancer dans leur vie professionnelle et avoir une vie de famille peut peut-être résider dans quelque chose qui est lié à la possibilité d'aménagement d'horaire ou de travail à la maison, ce qui est vrai aussi pour les hommes, et notamment pour les fameux nouveaux papas, c'est-à-dire des hommes qui ont envie aussi de s'investir dans leur vie familiale. Il se trouve que cette évolution du couple à double carrière à haut niveau de responsabilité a une conséquence très intéressante, c'est que lors de leur ascension professionnelle, ces hommes et ces femmes accèdent à des postes où ils vont remplacer des hommes et des femmes qui correspondaient à des schémas connus, plus traditionnels, des hommes en couple avec des femmes sans carrière ou des femmes célibataires sans enfants. Ça, c'est intéressant. Parce que quand un homme qui a vécu ces difficultés-là dans sa carrière et qui vivait avec une femme aussi avec ces difficultés-là, prend un poste à responsabilité, ça change profondément son regard. Et d'ailleurs, j'aimerais partager avec vous un témoignage que je trouve intéressant à cet égard, qui est celui de Pierre, qui est un homme dans ce cadre-là, et qui résume le processus de cette façon-là. Je trouve que plus tu montes dans la hiérarchie, plus c'est facile d'organiser ta vie professionnelle. Quand tu es un numéro 2, un numéro 3, un numéro 12 dans une organisation, tu es obligé de subir la feuille de route qu'il y a au-dessus. Alors qu'aujourd'hui, même si le périmètre géographique a augmenté, j'organise mes voyages et ce sont les autres qui adaptent leur agenda au mien. Et ça, c'est quand même super pratique. Le deuxième point dans les entreprises françaises, tu as quand même une notion de valeur qui est proportionnelle au nombre d'heures que tu passes au bureau. C'est-à-dire que quand tu es dans le bureau jusqu'à 20h30, que tu montres que tu es là, c'est super bien vu par tout le monde, de même par ta hiérarchie, tes collègues, tes pairs qui font la concurrence vis-à-vis de la hiérarchie. Quand la hiérarchie, c'est toi, vis-à-vis de tes collaborateurs, c'est toi qui donnes le rythme professionnel à l'ensemble de l'entreprise. Les valeurs qui sont les miennes aujourd'hui, à savoir, il y a un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, c'est ce que j'essaie de donner comme valeur à mes collaborateurs. Donc une jeune femme qui est plutôt plantée par sa nounou le matin et qui ne vient pas travailler, j'ai beaucoup plus de tolérance aujourd'hui parce que je comprends la difficulté que ça a, plutôt qu'il y a 10 ans, quand j'étais un jeune loup et qui utilisait ça honteusement pour monter plus facilement dans la hiérarchie en disant « Regarde, elle n'est pas venue, donc machin, alors que moi, je suis là jusqu'à 20h30 ». Je pense qu'il y a un changement de mentalité parce que j'essaie. Quelqu'un qui reste jusqu'à 20h30, je ne le vois pas parce que je ne suis pas là, ça ne sert à rien qu'il le fasse parce que je ne suis pas là. Et 2, je ne regarde plus. Et c'est le message que je veux faire passer. Je regarde plus ce qu'ils me délivrent en termes de résultats plutôt que de regarder les horaires qu'ils font.
Et ça, tu peux le faire quand c'est toi qui es en haut de la pyramide. C'est intéressant, parce que ça veut dire que l'ascension des individus en couple, en double carrière avec des enfants, leur permet à eux plus de flexibilité et plus de bien-être, mais permet aussi probablement l'ascension d'un autre point de vue en haut des pyramides organisationnelles, et on sait à quel point c'est nécessaire. Une femme nous dit par exemple, une jeune femme qui a fait cette démarche-là, je compatis beaucoup quand je vois les sujets des unes et des autres, je les mets à l'aise là-dessus. Donc ce que ces couples ont fait là, et qu'ils ont démarré il y a une vingtaine d'années, peut servir vraiment de route, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire, puisqu'ils vont se retrouver à des niveaux de responsabilité où ils vont remplacer des gens qui de toute façon avaient vécu d'autres modèles. Sur la base de ces entretiens et ces analyses, bien plus qu'une typologie qui dresse des portraits, qui est finalement peu intéressante, il m'a semblé intéressant de mettre en exergue les processus à l'œuvre. Et pour ça, j'ai classé les couples en deux grandes catégories. Il y a ceux qui sont toujours dans cet esprit d'investissement et de disponibilité totale, qui répondent encore aux impératifs des entreprises. Dans ce cas-là, le travail reste une priorité absolue. On va là où l'entreprise le demande. Et l'organisation familiale va plutôt suivre et se fait plutôt autour du travail. On ne renonce pas pour autant à construire une famille, ça c'est nouveau, surtout pour les femmes. On aménage, on prend des risques, parfois avec la vie familiale, parfois avec la carrière, parce que, ben oui, on va peut-être demander un temps partiel à un moment donné, hein, les fameux temps de carrière dont on a parlé tout à l'heure, on va négocier avant certaines mutations. Mais on fixe aussi des règles de gestion de temps. Et il existe chez chacun de ces couples des réactions, des moments, des circonstances qui posent les limites à cet investissement total. Et ça, c'est quand même un phénomène assez nouveau. Et puis, il y a d'autres couples pour lesquels le travail est plutôt au service de l'homme. La carrière, c'est une source de satisfaction, c'est super important, c'est un moyen de gagner de l'argent, c'est un moyen d'avoir un train de vie agréable, ça compte. Mais c'est aussi un épanouissement personnel qui compte vraiment, mais qui compte aussi en rapport avec la vie de famille, avec la vie de couple. Donc on ne va pas hésiter à prendre des risques. Et s'il le faut, on va changer d'entreprise. Et s'il le faut, on dira non à une mutation, on dira non à un projet d'expatriation, parce qu'on a envie de maintenir une vie de famille telle qu'on la souhaite. Alors les limites entre ces deux modèles sont assez ténues, assez petites. Elles tiennent dans un rapport au travail et dans un sens qu'on donne au travail plus que dans le rapport à une carrière en fait. Dans ces deux modèles, les déclarations ne font pas forcément ressortir des implications temporelles différentes. Et il est très clair que les carrières sont quand même des moyens d'épanouissement importants, personnels et indispensables pour chacun. Et ça ne fait aucun doute. C'est plutôt dans des limites que chacun pose que se trouvent des différences essentielles et dans des remises en cause de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors cette limite entre ce qui est professionnel et ce qui est privé est d'autant plus floue que les temps dédiés à l'un ou à l'autre se chevauchent, s'enchevêtrent pour rendre plus fluide la vie concrète de tous les jours. Et donc très clairement dans cette étude-là, il n'y a pas forcément de remise en question liée à la quantité de travail, mais plutôt liée à un besoin de plus en plus important de flexibilité. À cette fin, les hommes et les femmes font rentrer le travail à la maison et des fois leur vie de famille au travail. Et l'étude ne permet pas de voir comment ça se passe en termes de flexibilité par rapport au genre, parce qu'il semblerait que la flexibilité, ça reste quand même un thème commun aux deux, c'est-à-dire aussi bien aux hommes qu'aux femmes, et une question qui intéresse les deux. Les choix de carrière, comme les choix liés à la famille, sont des choix de mode de vie, où tout se mélange, et où ils ont l'impression qu'ils sont en train de créer de nouveaux modèles de vie.
Et entre nous soit dit, c'est vrai, ce n'est pas qu'une impression. Ils ne se vivent pas comme des gens normaux, car dans leur représentation, la normalité, ça reste le modèle papa qui pourvoit principalement aux ressources et la mère sans emploi ou avec un emploi secondaire. Donc ces couples-là se sont vécus comme des novateurs et en même temps des initiateurs de nouveaux comportements, et ils ont surfé sur des vagues comme ça. Ils ont le sentiment d'être des modèles, de participer à la création de nouvelles normes, et c'est vrai. Et ça veut dire que c'est pas facile tous les jours. Ça explique que certains d'ailleurs n'ont pas réussi à le faire, dans certains cas, que c'est difficile, parce que des milliers d'années de modèles, remplacés par quelques années où on construit un modèle, c'est pas facile à gérer. Il y a quelque chose à voir dans cette volonté claire des femmes de commencer une carrière et d'aller jusqu'au bout et de vouloir une famille en même temps. Pour ces femmes-là, ce n'est pas un combat, et en tout cas, dans mon échantillon, elles ne le vivaient pas comme ça. Elles l'ont vécu comme un truc normal. Elles avaient fait des études, donc c'était pour faire une carrière, donc c'était pour réussir. Elles ont tenté d'inventer des nouveaux fonctionnements, et dans certains cas, elles ont dû se débrouiller avec l'existant pour le faire évoluer. Par exemple, ces histoires de garde partagée, c'est un excellent exemple. C'est les femmes qui ont essayé de trouver des solutions comme ça pour voir comment elles pouvaient se débrouiller avec leur situation. Mais aussi l'utilisation du temps partiel dans certains cas. Dans de nouveaux rapports construits avec les enfants, qui sont beaucoup plus basés sur des échanges éducatifs ou sur du temps passé ensemble, plutôt que sur du quotidien ou préparer à manger ou des choses comme ça. Le couple à double carrière à haut niveau de responsabilité, c'est l'invention d'un système qui comprend plein d'éléments, à la fois des éléments marchands et non marchands, puisqu'ils doivent sous-traiter un certain nombre de choses, des éléments de don et contre-don, et notamment avec des phénomènes de retour comme la réciprocité familiale, qui incorpore la famille élargie, des éléments monétaires et non monétaires, des éléments affectifs. Donc la construction de ce système ne se contente pas ou ne se situe pas uniquement dans l'interaction du couple, mais dans des interactions multiples. Enfants, famille élargie, hiérarchie professionnelle. L'État, par sa faculté de mettre en place des aides pratiques, mais aussi par des prises de position sur l'égalité, la parité, la présence des femmes aux postes à responsabilité, etc. En fait, c'est un système beaucoup plus large qui conditionne l'existence et aussi la réussite des couples à double carrière. Alors notamment, l'étude ne permet pas vraiment d'évaluer de quelle nature sont les diverses participations. Famille élargie, hiérarchie immédiate, etc. C'est un peu compliqué à regarder, mais il est clair que c'est un projet qui n'est possible que dans le cadre d'un système qui, à l'heure d'aujourd'hui, se construit jour après jour, et forcément les entreprises font partie de cette construction. Le champ de l'économie s'est saisi du fait que les entreprises ont besoin de cette mixité, y compris dans les directions, parce qu'elle est génératrice de rentabilité. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les femmes ont leur place dans les entreprises, y apportent une valeur ajoutée, et elles ont envie de s'investir, d'être reconnues, même s'il reste quand même que les arbitrages familiaux sont de puissants facteurs de discrimination et on ne peut pas l'oublier. Dans les couples que j'ai observés, les femmes ont dès l'origine du couple affirmé leur envie professionnelle et leur rôle professionnel.
Mais notons, et c'est important de le dire, que l'homme a contribué à ce que cela existe. Il y a trouvé une fierté affective et un accomplissement professionnel. Ça aussi d'ailleurs, c'est nouveau, c'est intéressant de le regarder. Ces hommes-là sont tombés amoureux de femmes qui avaient envie de réussir professionnellement. Alors même si les actes ne sont pas encore au rendez-vous totalement, et notamment dans un partage parfaitement égalitaire des tâches au foyer, on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, entre les déclarations de bonnes intentions et la réalité, il y a encore un peu des marges. On peut dire que l'homme est rentré un peu dans cette conscience-là. Mais il vit des contradictions importantes entre ses modèles antérieurs, bien évidemment des fois son éducation, l'éducation qu'il a reçue quand il était petit, aussi bien d'ailleurs dans le professionnel que dans la famille, des modèles qui sont quand même encore très fortement marqués par la domination masculine, et de nouvelles formes de pensée où se mêle cette reconnaissance intellectuelle de la femme qu'ils ont apprise lors de leur parcours scolaire. Je rappelle quand même que la mixité des écoles s'adapte des années 70 et que c'est pas vieux non plus. Et l'envie de partager avec les femmes de nouvelles expériences de vie, y compris d'ailleurs dans de nouveaux rôles paternels qu'ils découvrent en ce moment. Donc tout ça n'est pas facile, soyez-en certains. Les tâtonnements de vie des couples à double carrière à ces niveaux de responsabilité-là ouvrent des sujets de réflexion extrêmement importants et forcément aussi pour les entreprises qui les emploient, ce qui est un peu notre sujet aujourd'hui. Alors, comment l'entreprise peut participer au développement de ces tendances et que ce soit fait de façon harmonieuse? Déjà, il faut arrêter de faire du temps partiel une histoire de femme. Le temps partiel, ce n'est pas une histoire de femme. C'est une histoire qui permet à des hommes et à des femmes de prendre du temps pour s'occuper de leur vie de famille, et c'est aussi important pour un équilibre familial et pour aussi un équilibre professionnel. Donc le temps partiel, ce n'est pas une histoire de femmes, c'est une histoire d'hommes et de femmes. Lutter contre cette culture du présentiel alors que la technologie permet de faire autrement. Ça permet des organisations plus fluides et il faut laisser aux cadres qui en ont envie de pouvoir s'organiser avec cette possibilité-là. Les entreprises doivent respecter la carrière de l'autre, quel que soit son sexe, notamment lors des propositions de mobilité. On ne peut plus, à l'heure d'aujourd'hui, proposer une proposition de mobilité, que ce soit à un homme ou à une femme, sans se poser la question des enjeux de la deuxième partie du couple. En cessant de fixer comme gage de réussite à une carrière d'incessante mobilité. Il y a encore des groupes où la réussite dans l'entreprise est liée à la mobilité dans tous les coins de l'Europe et du monde. C'est difficile à tenir pour des gens qui ont une vie de famille et qui pourraient réussir aussi bien en ne bougeant pas dans tous les sens tous les 3 ans. En veillant également au langage utilisé dans l'entreprise, langage qui souvent véhicule des a priori, des réflexes qui sont d'un autre temps, d'une autre époque, celui où les cadres de haut niveau avaient des épouses à la maison. En prenant part à la réflexion sur la garde d'enfants, qui est le problème numéro 1 des hommes et des femmes en couple et qui veulent faire carrière, ils ne le trouvent pas dans les structures existantes, la souplesse des horaires, et se posent continuellement la question de l'adéquation de la solution nounou en termes de garantie de sérieux et d'apprentissage pour les enfants. C'est une vraie question. Comment cela peut-il se concrétiser dans l'entreprise? De 3 idées en vrac. Les entreprises peuvent décider de financer le congé paternité à la même hauteur que le congé maternité.
Certaines entreprises le font déjà. Elles peuvent financer des berceaux ou mettre en œuvre des projets de crèche inter- ou intra-entreprises. Elles peuvent réorganiser le temps de travail, permettant la mise à disposition de un ou plusieurs mercredis pour les parents de manière indistincte, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes. Dans tous les cas, c'est un véritable changement de culture pour les entreprises, souhaité, et soyez-en certains, par les hommes et par les femmes. Sauf qu'aujourd'hui, les hommes, dans certains cas, n'osent pas encore le dire. Alors que les organisations d'aujourd'hui permettent à ces nouveaux pères de s'exprimer sans que ce soit tabou et permettent enfin d'affirmer que de toute façon, dans la conciliation réelle, dans l'implication et dans l'épanouissement à la fois professionnel et à la fois familial, se trouve aussi la réussite des entreprises. Je vous remercie.